As-tu envie de comprendre les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, leurs mécanismes physiologiques et les différentes causes racines? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des symptômes primaires que sont l'anovulation, les cycles irréguliers, l'acné, l'alopécie, l'hirsutisme, le surpoids. Et je vais aborder également les principaux symptômes secondaires, donc les troubles digestifs, la fatigue et l'irritabilité. Il y a d'autres symptômes secondaires, mais là, ça va déjà être une vidéo qui va être assez complète, assez longue, où je vais donner beaucoup d'informations. Donc, je vais vraiment me limiter voilà, aux symptômes principaux. Cette vidéo, je l'ai proposée en story Instagram et j'ai reçu des retours positifs voilà, de mes abonnés qui voulaient que je fasse ce type de vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc ça va être une vidéo un peu longue, mais où vraiment je vais te transmettre beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs, et ça va te permettre vraiment d'avoir une compréhension globale, une première compréhension des symptômes de ton SOPK, des mécanismes physiologiques et des différentes causes. Donc je commence tout de suite avec les symptômes primaires. On va commencer par l'anovulation. Le syndrome des ovaires polykystiques est caractérisé en premier lieu par une accumulation de follicules immatures dans les ovaires. Ce que ça veut dire, c'est que, en théorie, une femme qui n'a pas de SOPK à chaque cycle, elle a un follicule qui arrive à maturité pour libérer un ovule. Et bien dans le cas du SOPK, ça n'arrive pas, puisqu'il y a quelques follicules qui commencent à se développer, mais il y a quelque chose qui, en cours de route, arrête le processus, et en fait, eh bien, ces follicules qui sont en cours de développement, qui se sont arrêtés, s'accumulent en fait dans les ovaires. C'est d'ailleurs ce qui donne l'apparence de kyste à l'extérieur des ovaires. C'est cette accumulation de follicules immatures à l'intérieur. Donc ça explique déjà l'anovulation, puisque le follicule n'arrivant pas à maturité, il n'y a pas d'ovulation. Certains cas, il peut y avoir quelques ovulations de temps en temps, mais ça c'est vraiment spécifique à chacune. Donc ça explique directement les cycles irréguliers. Bah oui, ton corps ne voit pas forcément la nécessité de déclencher des règles très régulièrement, puisqu'il n'y a pas ovulation naturellement. Ce qui déclenche ça à la base, eh bien c'est l'insuline au niveau de tes ovaires. Au niveau de tes ovaires, l'insuline commande aux follicules d'arrêter leur développement en cours de route. Ensuite, l'acné, l'alopécie et l'hirsutisme. Ces trois symptômes-là, je les explique en même temps puisqu'ils sont issus en fait du même mécanisme physiologique. Ils sont issus du fait que dans ton corps, tu as trop d'hormones mâles, tu as trop d'hormones androgènes comme la testostérone par exemple, et ces hormones sont produites par tes ovaires. Ces hormones sont produites par tes ovaires sous l'action également de l'insuline. L'insuline a deux actions au niveau de ces symptômes. Premièrement, elle va commander aux ovaires de produire trop d'hormones mâles, et dans un deuxième temps, elle va commander à ton foie de produire moins d'une protéine de transport qui est censée encadrer les hormones mâles pour éviter qu'elles circulent dans ton corps de façon anarchique et qu'elles fassent n'importe quoi. En fait, si tu veux, une femme qui n'a pas de SOPK, eh bien, elle produit aussi des hormones mâles avec ses ovaires, elle produit aussi cette fameuse protéine avec son foie, mais elle produit moins d'hormones mâles et plus de protéines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à la production des hormones, eh bien, les protéines arrivent, encadrent les hormones, amènent les hormones du point A au point B dans le corps où elles sont censées aller, et il n'y a aucune hormone qui peut dériver comme ça, comme elle veut dans ton corps et circuler de façon anarchique. Dans ton cas, tu comprends bien que s'il y a beaucoup plus de production d'hormones et qu'il y a moins de production de cette protéine, eh bien, tu as tout un tas d'hormones qui peuvent circuler dans ton corps et faire ce que bon leur semble, et occasionner soit de l'acné, soit de l'alopécie, soit de l'hirsutisme, ou deux de ces symptômes, ou même il y a certaines femmes qui ont les trois. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a également l'insuline qui rentre en jeu et qui est la base de tout ça. Le surpoids maintenant, eh bien l'insuline est l'hormone de stockage dans le corps. L'insuline, c'est l'hormone qui va commander à ton corps de stocker de la graisse. Et l'insuline, c'est vicieux parce que c'est également l'hormone qui va freiner le déstockage. Donc, on comprend bien que l'insuline, c'est une hormone, c'est un messager qui va délivrer plusieurs messages dans ton corps et qui va, en gros, générer tous les symptômes primaires du syndrome des ovaires polykystiques. Mais pourquoi le corps produit de l'insuline? Pourquoi le corps produit trop d'insuline? Eh bien, le corps produit de l'insuline en fonction de ce qu'on va manger. Chaque aliment, chaque famille d'aliments, en fait,
va faire produire un certain pic d'insuline plus ou moins important. Et la famille d'aliments qui fait produire le plus d'insuline, eh bien ce sont les glucides. Toute la famille des glucides, voilà, tout ce qui est sucre lent, tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est sucre de près ou de loin, c'est la grande famille des glucides. Et donc consommer des glucides va te faire produire beaucoup d'insuline, et cette insuline va délivrer tous ces différents messages qui vont générer les symptômes primaires du SOPK. Donc la première clé en fait pour agir sur les symptômes primaires, eh bien, c'est de réduire assez fortement ta quantité de glucides dans ton alimentation. Maintenant, je vais passer aux symptômes secondaires. Donc, je t'ai parlé de troubles digestifs, fatigue, irritabilité. Là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il peut y avoir différentes causes et tu vas voir que ces trois symptômes sont imbriqués les liens dans les autres. Il y a des liens qui expliquent en fait les trois symptômes. Alors, dans le corps, il faut bien comprendre que absolument tout est lié. Tous les organes sont liés. Le mental est lié au corps, voilà. Rien que nos pensées, nos émotions ont un impact sur notre corps physique. Et notre corps physique peut également avoir un impact sur nos pensées et nos émotions. Tout va dans tous les sens. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Je vais commencer par ce avec quoi j'ai fini l'explication sur les symptômes primaires, c'est-à-dire les glucides. Manger trop de glucides, ça va être compliqué à digérer pour ton corps. Parce qu'il faut bien penser que les glucides, notamment les glucides complexes, comme tout ce qui va être céréalier, les pommes de terre, etc., eh bien c'est en fait des sucres qui ont une structure assez compliquée à digérer. En fait, c'est un petit peu comme des colliers de perles ou même des arbres que le corps va devoir découper. En fait, il faut imaginer que quand on digère, imaginons, je vais te prendre un exemple, voilà, tu manges des pâtes, et bien les pâtes vont amener dans ton corps une espèce de structure complexe de glucides que ton corps va devoir découper pour réussir à découper des petites molécules de glucose en fait. Donc le corps avec ses petits ciseaux, bah, il va devoir tout découper. Ces petits ciseaux, ce sont les enzymes, pour pouvoir en fait processer entre guillemets cette molécule très complexe dont il ne sait rien faire, pour pouvoir faire des molécules plus petites qui va pouvoir utiliser. Sauf que le problème, c'est qu'il faut énormément de petits ciseaux, il faut énormément d'enzymes pour pouvoir faire ça, il faut énormément d'énergie digestive aussi, et dans la plupart des cas, notre corps ne sait pas faire ça jusqu'au bout. Ce qui fait que tu vas avoir des morceaux de glucides qui ne seront pas digérés en fait, et qui vont circuler dans tes intestins. Ces morceaux de glucides non digérés, ils vont être captés par la mauvaise flore intestinale. Donc là, je vais faire un petit arrêt, une petite parenthèse sur la flore intestinale pour que tu comprennes bien là où je veux en venir. Dans nos intestins, on a en fait tout un écosystème avec des bactéries, avec des champignons. Il y a des bonnes bactéries, des bons champignons, enfin, il y a surtout des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries, il y a des mauvais champignons. Enfin, en gros, il y a une bonne flore, il y a une mauvaise. Et cette bonne flore et cette mauvaise flore sont en équilibre. Tant que la bonne flore est alimentée et en bonne santé et se porte bien, elle va limiter la mauvaise flore, et puis elle va produire tout un tas de réactions qui vont t'aider à mieux digérer et qui vont aider ton corps à mieux fonctionner. Sauf que si tu amènes beaucoup d'aliments comme ces morceaux de glucides non digérés dans tes intestins, bah ça va pouvoir être capté en fait par la mauvaise flore bactérienne. Et si tu donnes trop à manger à ta mauvaise flore bactérienne, bah forcément elle va se multiplier et elle peut submerger en fait la bonne flore bactérienne. Donc ça peut avoir plusieurs impacts. Déjà, ça peut te causer des troubles digestifs. Ensuite, le fait que la bonne flore intestinale soit limitée, eh bien, elle peut moins faire son travail. Et donc, ça peut expliquer aussi des éléments de fatigue, parce que forcément, ton corps va avoir besoin de plus d'énergie pour pouvoir digérer correctement, pour pouvoir contrer la mauvaise flore bactérienne. Il y a autre chose qui peut se passer aussi, c'est que la flore bactérienne, elle peut rentrer dans certains métabolismes de production d'hormones, de neurotransmetteurs, etc. Et donc, en fait, purement, si ton corps n'a pas les bonnes conditions pour pouvoir générer en fait des hormones et des neurotransmetteurs du bien-être, voilà, de la joie, de la légèreté, de la sérénité, etc., eh bien, ton corps ne pourra pas les utiliser et tu pourras te sentir même un peu déprimé en fait.
Là où je veux en venir, c'est que l'état de tes intestins, pas forcément la flore intestinale, mais aussi l'état des intestins en général, va avoir tout un impact sur ta sphère psychique. Donc, avec ce que je viens de t'expliquer là par rapport à la flore intestinale, tu comprends peut-être que ça a un impact sur les troubles digestifs, ça peut causer également de la fatigue, et ça peut jouer aussi dans l'irritabilité. Parce qu'il faut bien comprendre que les réactions qui se passent dans nos intestins peuvent avoir un impact aussi sur nos réactions physiques, en fait, sur les réactions de notre corps. Un exemple tout bête, les gens qui essayent parfois de se sevrer du sucre, en fait, de consommer moins de sucre, s'ils ont une grosse flore bactérienne mauvaise qui se nourrit de sucre et qu'on essaye d'affamer en fait comme ça, et bien cette flore bactérienne peut envoyer des signaux en fait via les nerfs au cerveau pour demander du sucre. Donc la personne essaye de manger moins de sucre, a des envies de sucre parce que ce sont les bactéries qui en demandent, mais elle n'est pas consciente de ça en fait. Pour elle, c'est une envie qu'elle a et puis il faut qu'elle aille lutter contre. En fait non, il faut juste laisser le temps à la flore bactérienne, à la bonne flore intestinale, pardon, de reprendre en fait son plein potentiel et de limiter la mauvaise flore. Donc là, c'était vraiment pour t'expliquer par rapport aux glucides spécifiquement ce qu'il peut se passer par rapport aux symptômes secondaires. Ensuite, tu vas retrouver par rapport à la fatigue tout ce qui est trouble du sommeil également. Si tu dors mal, si même tu dors 7 heures mais que tu te réveilles le matin, que tu es complètement crevé, que tu as l'impression de ne pas avoir dormi, bah forcément, c'est que ton sommeil n'a pas été de qualité. C'est que pendant que tu dormais, ton corps s'est pas bien réparé, n'a pas rechargé correctement les batteries, et tu es dans un espèce de cercle vicieux en fait. Donc il y a plusieurs causes à ça. Déjà, il faut voir un petit peu ce que tu fais le soir avant de dormir, tes habitudes le soir avant de dormir. Je te donne un exemple. Si le soir tu as l'habitude d'être sur ton portable avec une forte lumière jusqu'à ce que tu ailles te coucher et que tu commences à essayer de dormir, eh bien ça va perturber tes cycles du sommeil en fait. Il faudrait faire une autre vidéo sur le sujet, mais ça a été prouvé plusieurs fois en fait, c'est que nos cycles du sommeil sont dépendants de la quantité de lumière qui rentre en fait au niveau de nos yeux. Donc si le soir tu as beaucoup de lumière qui rentre au niveau de tes yeux, eh bien pour ton corps c'est que c'est encore le plein jour et c'est que c'est pas l'heure de dormir en fait. Sauf que le soir quand tu dis bon bah allez c'est l'heure d'aller se coucher et que tu vas te coucher, le corps il se dit merde ça y est, d'un seul coup on passe du jour à la nuit, on a un claquement de doigts comme ça, et ça y est il faut se mettre en route pour produire les hormones du sommeil, etc. Sauf que le problème c'est que ce processus là il prend un peu de temps. Donc déjà la première chose que je peux te conseiller c'est d'éviter le soir trop de sources lumineuses importantes. Réduire la luminosité de ton portable ou même ne plus regarder ton portable genre une demi-heure, une heure avant d'aller te coucher. Enfin il y a plusieurs choses à faire. Après il y a tout ce qui est comment dire, combinaison alimentaire aussi. Si tu fais des mauvaises combinaisons alimentaires qui sont assez lourdes à digérer, eh bien ça va irriter tes intestins, ça va te demander beaucoup d'énergie au niveau digestif, ça va te causer des troubles digestifs, du coup ça va te causer de la fatigue. Du coup, c'est pareil, avoir tout le temps une tension au niveau intestinal, avoir des ballonnements, par exemple le ventre gonflé, etc. Tout ça, ça joue aussi sur l'humeur. Je veux dire, on peut pas. Enfin, c'est compliqué d'être tout le temps joyeux, dans une bonne énergie, etc. Quand on a tout le temps quand on a tout le temps des ballonnements, etc. Qu'on n'est pas bien, quoi. C'est forcément ça agit aussi sur l'humeur, l'irritabilité, et parfois on peut se mettre à péter des câbles sans raison apparente extérieurement, mais en fait c'est parce qu'à l'intérieur on se sent pas bien au niveau intestinal et voilà ce qui peut se passer. Donc là du coup pour les symptômes secondaires, je t'ai apporté plusieurs éléments de réponse. Alors bien sûr après il va falloir creuser individuellement en fonction de ton cas, de tes habitudes, etc. pour en savoir plus. Mais déjà, avec tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, tu peux commencer à comprendre que tu peux agir sur tes symptômes en fait. Et que même si un symptôme comme les troubles digestifs peuvent avoir plusieurs causes par exemple, on peut agir sur toutes ces causes et avoir des effets bénéfiques. Alors pour ce qui est de l'action, en fait du temps d'action sur les symptômes, ça va vraiment dépendre de chaque symptôme et de chaque personne. Je vais te donner des fourchettes de temps pour que tu aies une idée en fait de au bout de combien de temps tu peux voir une amélioration sur tes symptômes.
Tout ce qui est fatigue et troubles digestifs. En un mois, environ un mois, tu peux déjà avoir de très beaux résultats. Après, pour le sommeil, entre 2 semaines, 2 mois, tu peux avoir des résultats également. Ensuite, tout ce qui est symptômes primaires, là, ça risque d'être un peu plus long. Sur le surpoids, tu peux avoir de premiers résultats dans les semaines, dans les premières semaines, mais pour vraiment avoir des résultats durables, il faut tenir l'hygiène de vie. Enfin, il faut voir l'adaptation de ton hygiène de vie, en fait, pas comme un régime, pas comme quelque chose que tu vas devoir faire à un moment simplement pour perdre du poids. Ça, c'est la grosse erreur avec les régimes. Il faut vraiment que tu modifies ton hygiène de vie pour trouver les bonnes habitudes qui te correspondent à mettre en place au quotidien. Et c'est comme ça que tu vas arriver à avoir les meilleurs résultats. Parce que si tu te dis j'adapte mon hygiène de vie pour faire un petit peu comme un régime, un peu comme une cure, quelque chose que je fais ponctuellement et après je retourne à mes anciennes habitudes, eh ben, il y a de fortes chances que pendant cette période entre guillemets de régime, tu ailles beaucoup mieux et qu'une fois que tu reprennes tes anciennes habitudes, bah, ton corps il se remet à fonctionner comme avant et puis tu es reparti à la case départ en fait. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Mais en fait, par rapport au. Ouais, voilà, j'ai retrouvé. J'ai raccroché les wagons. Par rapport aux symptômes primaires, donc le surpoids, tu peux avoir de premiers résultats dans le premier mois, par exemple, ça arrive. Par exemple, j'ai une cliente qui m'avait expliqué, voilà, merci à toi, dans le premier mois qui a suivi notre accompagnement, j'ai perdu du poids que j'avais pas perdu pendant un an avant, alors que j'ai essayé plein de trucs. Après, ce qui peut se passer, c'est que le corps peut avoir des moments de plateau, de résistance, où la perte de poids s'arrête, etc. Donc le poids, c'est vraiment quelque chose qui peut réduire avec le temps, mais pas forcément de façon linéaire en fait. Après, pour tout ce qui est anovulation et puis cycle irrégulier, ça c'est pareil, ça va dépendre de chacune, mais on peut compter dans les meilleurs des cas, je dirais 2 mois, voire 3, 4, 5, 6 mois, avant d'avoir vraiment des effets bénéfiques. Après, pour tout ce qui est acné, alopécie, hirsutisme, alors selon moi, l'acné et l'hirsutisme, on peut avoir une action intéressante au bout de, à partir d'un mois et demi, je dirais quelque chose comme ça. Un mois et demi jusque 3, 4, 5, 6 mois. Ça va dépendre aussi. Après, par contre, pour moi, l'alopécie, c'est vraiment le symptôme le plus complexe pour avoir des résultats. Enfin, je pense que oui, si vraiment tu te dis, voilà, je veux changer mon hygiène de vie parce que j'ai une grosse alopécie et je veux retrouver mes cheveux comme avant, bah, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut compter au moins 6 mois, un an avant d'avoir des premiers résultats. Et bah, le temps que après les cheveux reprennent en épaisseur, etc., bah, ça peut prendre vraiment pas mal de temps, quoi. Mais faut te mettre dans la tête que ce dans quoi tu vas te lancer, il faut au moins le tenir pendant un an, quoi. Enfin, vraiment, pour l'alopécie, pour moi, il faut se dire ouais, pendant un an, je vais me lancer dans une adaptation de mon hygiène de vie. Bon, bien sûr, il faudra quand même que tu aies des petits moments où tu puisses te permettre certains écarts contrôlés, etc., pour pas non plus être trop dans l'hyper-contrôle de ton hygiène de vie au quotidien. Mais dans tous les cas, même pour des alopécies assez avancées, on peut quand même espérer des résultats dans l'année qui suit en fait le commencement de l'adaptation de l'hygiène de vie. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, j'ai voulu te transmettre voilà, tout ça pour que tu aies vraiment beaucoup d'informations pour pouvoir comprendre tes symptômes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as compris, s'il y a des éléments où j'ai été trop flou peut-être sur les symptômes secondaires, j'ai essayé de vraiment te donner le maximum, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que tous les symptômes sont liés, les causes sont liées également. Donc voilà, je serais très heureux de discuter avec toi en commentaire de tout ça. Si tu as envie d'en savoir plus aussi sur le SOPK, que tu découvres cette chaîne avec cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager si tu connais des gens voilà, si tu connais des femmes qui sont atteintes par ce syndrome. Non seulement ça pourra aider ces femmes, mais en plus ça pourra m'aider moi à diffuser plus largement ces vidéos et à pouvoir diffuser tous ces conseils au plus grand nombre. Prends soin de toi et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant.